Quand on demande à des jeunes éloignés du marché de l'emploi, qui n'osent même plus faire de démarche, hein, on l'a vu de manière spectaculaire dans cette expérience qu'on a réalisée à l'envol, non, ils ne font plus de démarches parce qu'ils savent qu'ils sont disqualifiés spontanément, automatiquement, leur CV ne vaut rien et ils ne sont pas capables d'être assertifs. Et quand on leur demande, et vous faites quoi pour le moment? Rien, ou pas grand-chose. Si vous faites quand même quelque chose, on leur dit, parce qu'à part des grands philosophes capables de rien faire avec beaucoup de fermeté, les vrais fainéants n'existent pas. Hein. C'est très très dur de rien faire. Soit un grand philosophe, soit très 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 malade. La plupart des gens font des choses qu'ils considèrent comme insignifiantes aux yeux des autres. Alors ils finissent par nous dire, presque comme un aveu, ben oui, je joue avec des jeux vidéo. Je joue avec des vidéos, alors on leur demande lesquels. Ils disent Call of Duty. Qui est-ce qui a déjà joué à Call of Duty ici? Alors, Call of Duty, il faut être intelligent pour jouer à ce jeu-là. C'est un jeu très compliqué. Moi, je le prescris très souvent à des parents pour qu'ils se rendent compte que derrière l'impression de violence que ça dégage, alors que en fait, c'est un jeu imaginaire, donc on sait très bien que c'est pas violent, eh bien, il faut développer une intelligence stratégique, procédurale et analytique. Si sur votre CV, vous notez « Je dispose d'une intelligence procédurale, analytique et stratégique dont votre entreprise pourrait avoir grandement besoin », vous allez être beaucoup plus performant que si vous dites « je joue à Call of Duty ». Et pourtant, c'est la même chose. Et c'est ça, en réalité, qu'on va faire pas mal de fois dans le cours, c'est de travail d'association d'idées, d'aller rechercher un lien entre quelque chose là et d'aller le retrouver quelque chose autre part, notamment par les méthodes analogiques, donc avec des métaphores, etc. Notamment, je prends l'exemple du velcro, dont vous savez tous et toutes que ça veut dire velours crochet. Et bien, velours crochet vient de quelqu'un qui a, à un moment donné, observé la bardane, donc qui est le plaque madame, comme on dit. Donc c'est la petite boule que l'on se lance quand on est enfant, et donc il s'accroche. Et donc il a observé une analogie, donc c'est une analogie, il a fait une analogie naturelle en disant, tiens, ce velours crochet, enfin, cette bardane peut être comme un velours crochet. Voilà. Donc ça, ce sont toutes des idées. Donc, ça, c'est les méthodes analogiques, donc, pour essayer d'associer des objets ou des pensées ou des idées. Il y a des méthodes, donc, il y a les méthodes associatives proprement dites, les méthodes métaphoriques, donc trouver des comparaisons, hein, pour trouver des comparaisons, trouver des images qui rassemblent des concepts, et puis il y a la méthode antithétique, donc qui est plutôt trouver différents moyens, donc des moyens différents, trouver des moyens qui s'opposent. Donc voilà. Alors, on a trois cerveaux. Un cerveau dit archaïque, qui est un cerveau un peu comme un pilote automatique. Il est là pour nous permettre de réagir très rapidement à une situation qui est dite dangereuse. On a le cerveau émotionnel qui est là pour les comportements connectés aux émotions de base, donc joie, peur, tristesse, colère. Celui-ci est moins stéréotypé, mais il n'est toujours pas réflexif. Donc c'est lui qui va centrer un petit peu les émotions qui vont submerger l'enfant. Et puis il y a la partie qui est la plus intéressante et qui est le cortex, tout ce qui est au-dessus, qui est beaucoup plus grande. Alors pourquoi elle est intéressante, cette partie-là? Eh bien, parce qu'elle va se créer, se développer, se réduire en fonction des attitudes parentales, des attitudes éducatives, des expériences de l'enfant, des stimulations de l'enfant et de son environnement. Qu'est-ce qu'on va apprendre comme chose, comme compétence générale? On va apprendre à planifier, à organiser, à conceptualiser, à créer. On va apprendre à inhiber les pulsions. On va apprendre à trouver des solutions. Et toute cette partie est extrêmement intéressante pour le développement émotionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant est en crise et quand l'adulte est en crise? C'est un peu comme si, non, c'est pas un peu comme si, les cerveaux archaïques, ceux qui sont plus ancestraux, vont prendre le pouvoir. Pourquoi ils prennent le pouvoir? Parce qu'ils ont besoin que ça réagisse très très vite. Maintenant, si on définit l'intelligence spirituelle, la première étape, c'est donc la capacité d'un individu à apporter du sens. Apporter du sens à n'importe quelle situation. Peu importe les circonstances.
Deuxième partie de l'intelligence spirituelle, en apportant du sens, on développe sa conscience. Développer sa conscience. Pour pouvoir, en troisième partie, y intégrer des valeurs afin de se comporter avec sagesse. Donc, la définition de l'intelligence spirituelle se base sur une procédure en 4 étapes que nous pouvons appliquer aussi bien à l'échelle personnelle dans la famille, par exemple, qu'à l'échelle de notre travail. Identifier une situation, apporter du sens, développer votre conscience, y intégrer des valeurs pour pouvoir avoir un comportement avec sagesse. Alors, encore une fois, la sagesse, on a une connotation très limitée de la sagesse. On comprend la sagesse comme si c'était le fait de se renfermer dans une grotte et passer des heures et des heures à méditer. Non, ce n'est pas le cas. La sagesse est beaucoup plus grande, beaucoup plus développée, beaucoup plus large. Aujourd'hui, on parle par exemple dans les entreprises de la bienveillance. La bienveillance rentre dans la définition, dans la sagesse. Donc un comportement bienveillant, pour moi, est un comportement qui rentre dans un comportement sage.